à l'accueil donc et à l'ouverture de ce congrès. Et je donne la parole tout de suite à Monsieur Guy Laffitte, qui est maire adjoint de la ville de Biarritz et qui représente Monsieur Didier Borotra, maire de Biarritz, qui est actuellement participe au Foro de Biarritz Europe Amérique latine à Saint-Domingue. Voilà. Oui, bonjour. Bon, effectivement, je représente Didier Borotra. Comme vous le savez, la ville de Biarritz participe à un événement annuel qui alternativement est ici à Biarritz et alternativement en Amérique latine. Or, cet événement se tient cette semaine à Saint-Domingue et donc Didier Borotra ne pouvait être présent. Il m'a demandé de représenter lors de l'ouverture de ce colloque. Alors, la première chose, si vous voulez, que je voudrais dire, bon, je suis évidemment très heureux d'ouvrir ce colloque, et d'autant que la mairie de Biarritz soutient depuis le début cette initiative. Je crois qu'il n'y a jamais eu de ce côté-là le moindre doute ni de défaillance. Je crois que fondamentalement, la question qui est posée derrière ce colloque, c'est bien évidemment la question des addictions, et j'ai vu que vous aviez d'ailleurs une définition large, puisque le jeu est inclus dans les addictions, bien entendu. Et derrière, c'est essayer de traiter de façon objective, de réfléchir à partir des expériences, à partir de la connaissance scientifique, pour savoir, au fond, quelles sont les meilleures façons d'aborder ces problèmes. Et s'il faut aborder ces problèmes, c'est qu'évidemment, et en tant qu'élu, je le sais bien, il pose, je dirais, trois questions. Un problème de santé publique, et notamment, je dirais, de santé publique de nos enfants, ce qui n'est pas une question négligeable et qui évite d'en parler légèrement. Je dirais que ça pose sans doute aussi un problème de cohésion sociale, parce que ce sont des sujets qui peuvent susciter des oppositions extrêmement fortes. Et je dirais, mais en dernier lieu, ça pose sans doute un problème de sécurité publique. Alors pour les élus, vous le savez sans doute, ce n'est jamais facile d'aborder ces questions parce qu'il y a toujours l'inquiétude par rapport à l'opinion publique. Beaucoup d'élus ont une approche qui est d'abord utilitariste à partir de l'idée combien de voix ça me rapporte. Bon, il est bien évident que sur ce point-là, un certain nombre de thèmes n'en rapportent pas forcément beaucoup, mais en font plutôt perdre. Donc, je dirais que ce point de vue-là, ce n'est pas le mien. Je pense qu'on doit essayer de parler vrai et aborder le problème du point de vue de l'intérêt général. Mais en tout cas, on ne peut pas éviter cette vision des choses. Le deuxième point, je dirais, c'est qu'évidemment, ce sont des problèmes extrêmement sensibles, où déjà le point de vue idéologique et moral affiché détermine beaucoup de choses, et l'utilitarisme dont j'ai parlé tout à l'heure faisant le reste. Alors, je crois que c'est d'autant plus important, et moi la ville de Biarritz est extrêmement attentive, parce que ce dont nous avons besoin, c'est d'un double mouvement. D'une part, avoir les informations nécessaires, les retours d'expérience, l'approche scientifique qui permet de fonder une politique publique en fonction de l'intérêt général. Et la deuxième chose, c'est évidemment que cela agisse aussi sur l'opinion publique de façon à faire converger les choses. Non pas forcément qu'il faille attendre qu'une opinion publique soit complètement convaincue. Après tout, on n'aurait jamais aboli la peine de mort si on avait attendu que l'opinion publique soit convaincue. Mais en même temps, je crois que ce double mouvement est essentiel parce que ça permet de fonder l'action politique sur des bases autres que soit le point de vue de l'intérêt immédiat électoral, soit le point de vue de la prise de position simpliste, morale ou idéologique, avec notamment un point de vue sécuritaire qui, parfois, ou même souvent, est évidemment la position la plus facile et qui nourrit souvent un pléthore de lois dont l'applicabilité n'est pas évidente et dont l'intérêt, du moins l'intérêt général qui en ressort, n'est pas non plus très évident.
Voilà, donc je crois que je suis très heureux de vous recevoir au nom du maire, au nom de la ville. Bons travaux, et je serai extrêmement attentif évidemment à ce qui ressortira dans le cadre de vos travaux. Voilà, merci. Bien. Bienvenue à tous et à toutes. Welcome everybody. Bienvenidos a todos. Ta ongi etorri deneri, nous sommes au Pays Basque. Quelques mots rapidement pour revenir sur les circonstances d'organisation de ce 10e colloque THS, le 3e à Biarritz. C'est un colloque que l'on a dû préparer et organiser en temps de crise économique, ce qui n'a pas été pour faciliter les choses, mais nous avons pu tout de même arriver là aujourd'hui grâce à un certain nombre de soutiens importants. Tout d'abord, celui de la mairie de Biarritz et de son maire Didier Borotra et de son équipe municipale, puisque depuis que le colloque se tient à Biarritz, la ville de Biarritz met à disposition le palais des congrès, dont vous avez pu apprécier déjà à quel point il était fonctionnel et il rendait facile l'organisation d'un colloque comme le nôtre. Et c'est quand même très agréable d'avoir un palais des congrès avec une telle vue et en plein centre-ville. Je voudrais aussi remercier très chaleureusement et spécialement Alain Rousset, le président du Conseil régional d'Aquitaine, qui lui aussi nous a accordé son haut patronage. Et depuis le début de nos colloques en Aquitaine, soutient ce colloque par des financements directs du Conseil régional, mais aussi à travers la mobilisation de fonds européens qui sont rendus possibles du fait de cofinancement du Conseil régional d'Aquitaine. Je remercie aussi le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, le premier vice-président Cotier Sénaro, et aussi les prédécesseurs, puisque le précédent Conseil général nous aidait aussi. Naturellement, je veux aussi remercier je veux remercier ma fille qui m'appelle maintenant, le ministère de la Santé, et qui est représenté en la personne du docteur Albert Herzgovitz, qui représente la Direction générale de la santé, et qui va s'exprimer tout à l'heure, et qui soutient aussi l'organisation de ce colloque depuis maintenant trois éditions. Enfin, je crois qu'il est tout à fait important de souligner l'importance de l'aide que le gouvernement des États-Unis d'Amérique, à travers le NIDA, National Institute on Drug Addiction, apporte à ce congrès, en permettant donc une aide qui se manifeste par la possibilité de faire participer à ce congrès d'éminents scientifiques d'Amérique du Nord, des États-Unis, mais aussi du Canada. Et cette aide qui est rendue possible par le soutien indéfectible de sa directrice, le docteur Nora Volkov, et aussi du directeur du programme aide, enfin du programme SIDA hépatite de NIDA, Jacques Normand, qui a un nom francophone, puisqu'il est, un nom de consonance française en tout cas, puisqu'il est originaire, c'est un Américain originaire de Trois-Rivières au Québec, et qui nous a demandé la permission de ne pas assister à la réunion de ce soir, puis il sera là dès demain parce qu'il était en visite à l'intérieur du Pays Basque
Et avant que le ciel ne se lève ici, il était déjà levé à l'intérieur du Pays Basque, à Saint-Jean-Pied-de-Port, et on lui a dit que, étant donné l'importance de l'appui qu'il nous accorde, on le dispensait de cette cérémonie pour qu'il puisse profiter du Pays Basque comme il le mérite. Et enfin, je voudrais remercier aussi Madame Nicole Klein, qui est la directrice de l'Agence régionale de santé, qui nous a apporté son haut patronage et son soutien dans l'édition de ce colloque. Voilà pour les soutiens institutionnels. C'est toujours là qu'on oublie du monde. Enfin, j'espère que je n'ai oublié personne. Mais après, je veux, avec Arkaïs et Grech Colina, remercier tous ceux qui nous ont aidés dans l'organisation plus pratique ou scientifique du colloque. D'abord, toute l'équipe rapprochée de BCA qui s'y est impliquée, avec Cécilia Maître, Marcel Régnier, Cyril Olaizola et toute l'équipe de BCA qui s'est retroussé les manches pour s'occuper à la fois de la coordination scientifique, mais de tous les aspects pratiques de ce colloque. Et ça a été finalement une aventure un peu stressante, mais très, très passionnante et finalement très, très gratifiante. Je veux enfin remercier aussi le nombreux, mais pas pléthorique, comité scientifique que présidait le professeur Marc Auriacombe, et qui a pu, comme une joyeuse troupe plutôt qu'un véritable comité scientifique, a pu chacun, de tous les participants, prendre une partie de l'organisation scientifique du colloque à sa charge, et nous n'avons eu qu'à coordonner, car il aurait été totalement impossible pour nous seuls d'arriver à une telle richesse de thématiques et de participation d'experts ou d'acteurs engagés dans le soin aux addictions ou la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Voilà. Ce que nous avons voulu dans ce colloque, je crois qu'on a préféré, plutôt que de faire un long développement ou une explication un petit peu débordée et par trop littéraire, nous avons voulu le placer sous le signe de 3 citations. Celle, bien sûr, que tout le monde connaît, en France en tout cas, et qui est que « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », et on aimerait aussi inverser la proposition et dire que « conscience sans science est aussi dangereuse ». Nous voulons aussi, et c'est un peu dans le débat à propos justement des statuts légaux des drogues et aussi du problème des salles de consommation, citer Blaise Pascal, qui il y a quelques siècles disait déjà « Plaisante justice qu'une rivière ou qu'une montagne borne, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». C'est pour cela qu'on est particulièrement heureux d'avoir nos amis et partenaires d'organisation de ce colloque de Munduko Medicoac, médecins du monde en basque, de Bilbao, et avec lesquels nous avons pu monter à Bilbao une salle de consommation. Et je pense que Blaise Pascal a dû être un peu soulagé de voir les Français, à certains moments, prendre cette dimension de la relativité des concepts judiciaires en fonction des bornages des frontières. Enfin, on ne peut pas résister à citer Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno est un philosophe, un universitaire, un écrivain, un poète basque de Bilbao, et qui a dans un premier temps concouru pour la chaire de basque de l'Université du Pays Basque en 1870 et quelques, et qui a finalement continué sa carrière comme professeur de grec, puis de littérature à l'Université de Salamanque, où il est devenu donc recteur de cette université. Et en 1936, à la fin
de la guerre d'Espagne, qui avait vu donc triompher par la force ceux qui s'étaient dressés contre la République, amenés par le général Franco. Eh bien, donc, Miguel de Unamuno disait, dans le discours d'ouverture de l'université de Salamanque, en présence de toutes les autorités donc civiles et militaires de l'époque, en particulier du général Milian Astray, qui était un fasciste très virulent, eh bien, il avait dit il est des circonstances où se taire et mentir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le débat qui devient un petit peu passionnel, polémique et parfois agressif, il est important que le discours scientifique prime, que l'approche scientifique prime sur le débat, enfin l'approche politique avec un P très minuscule ou idéologique, et que le recours à la science soit l'élément fédérateur, puisque moi je reste à penser, comme beaucoup de ceux qui sont réunis ici, que la science est l'outil le plus puissant de libération des hommes. Et pour conclure, je voudrais aussi citer donc la déclaration de Vienne qui a été rédigée et signée en juillet 2010 à l'occasion du Congrès international du sida à Vienne, et une introduction et une conclusion. Cette déclaration de Vienne donc se fonde sur en réponse aux préjudices des drogues illégales sur la santé et la société, un important régime international de prohibition des drogues a été mis en place sous la tutelle des Nations Unies. Des dizaines d'années de recherche ont permis de réaliser une évaluation complète des répercussions du phénomène mondial de guerre contre la drogue, tandis que des milliers de personnes se réunissent à Vienne dans le cadre de la 18e conférence internationale sur le sida. La communauté scientifique internationale demande que l'on reconnaisse les limites et les préjudices de la prohibition des drogues et réclame une réforme des politiques en matière de drogue afin d'éliminer les obstacles à la mise en place de régimes efficaces de prévention, de traitement et de soins du sida. Et en conclusion de cet appel de Vienne, le fait de baser les politiques antidrogue sur des données scientifiques n'éliminera pas la consommation de drogue ou les problèmes découlant de l'injection de drogue. Cependant, la réorientation des politiques liées aux drogues vers des approches fondées sur des preuves qui respectent, protègent et renforcent les droits humains pourrait éventuellement réduire les préjudices causés par les politiques actuelles et permettrait de rediriger les considérables ressources financières là où l'on en a le plus besoin, c'est-à-dire dans l'adoption et l'évaluation d'interventions scientifiques de prévention, de réglementation, de traitement et de réduction des préjudices. C'est à quoi nous nous efforcerons à l'occasion de ces journées et je suis vraiment très heureux et ému de vous retrouver une troisième fois à Biarritz. Merci. Docteur Jean-Jacques Deglon, président de la Société européenne toxicomanie hépatite sida. Je vous rappelle que la Société européenne toxicomanie hépatite sida a pour but l'étude scientifique des problèmes des addictions, des hépatites et du sida. J'aimerais ici rendre hommage à son fondateur, le docteur Jean-Marie Guffens, malheureusement décédé en 2006. Les congrès qu'il organisait tous les 2 ans restent marqués par leur aspect scientifique, mais surtout par leur valeur humaniste, je dirais affectueuse et familiale. En souvenir de Jean-Marie Guffens, nous avons voulu maintenir la Société hépatite toxicomanie et sida, qui se concentre maintenant sur les colloques européens et internationaux tous les 2 ans. Jean-Pierre Doloued, qui est secrétaire général de la SEHS,
et son équipe BISIA ont repris avec brio la gestion et la direction de ces colloques. Je suis très fier, comme président de la SETHS, de collaborer avec cette dynamique équipe BISIA qui, une fois de plus, nous ont préparé avec efficacité un programme de haute qualité et d'un grand intérêt. Je souhaite beaucoup de plaisir à assister à ces sessions. Merci. Pour dire à quel point nous lui sommes reconnaissants de sa présence, de son appui. C'est grâce à lui que ce congrès peut se tenir, puisque c'est lui qui a convaincu le NAIDA américain de nous soutenir, de participer. Et outre qu'il est un immense scientifique, qu'il a son apport à la science des addictions est extrêmement considérable, ses qualités humaines et son humanisme et l'amour qu'il porte à la France font qu'on lui doit une immense reconnaissance et beaucoup d'admiration et d'affection. Check. Merci Jean-Pierre. Je veux justement dire quelques mots de reconnaissance pour l'honneur d'être coprésident de ce congrès. Pour moi, c'est un grand plaisir, surtout parce que c'est un congrès avec les données, les plus dernières données, où les cliniciens et les scientifiques peuvent échanger leurs aspects, les expériences. Et au bout du compte, le meilleur résultat est que les patients reçoivent meilleur traitement et nous pensons que nos maladies sont très très importantes dans notre époque. L'addiction, l'hépatite et le sida, c'est très très important et je pense que ce congrès peut faire un rôle très important pour la société partout en Europe et aussi en Amérique, parce que plus en plus les Américains viennent ici et je suis très heureux de voir les possibilités pour les échanges entre les Européens et les Américains. Donc, merci beaucoup pour cet honneur et cette opportunité. Bienvenue à tout le monde et content de vous voir. On a choisi depuis plusieurs années, mais en tout cas particulièrement aujourd'hui, de soutenir ce congrès THS matériellement, à la mesure de nos moyens et par notre présence ici, car du point de vue de la santé publique et de la prise en charge des addictions, nous pensons qu'il est tout à fait intéressant et capital de se pencher sur les nouveautés ou les développements nouveaux en matière d'addictologie et surtout, au-delà des nouveautés, de croiser les regards et de croiser les approches entre prévention, réduction des risques, prise en charge, hébergement, etc. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avions l'an dernier, enfin il y a 2 ans déjà, choisi de mettre en œuvre une expertise collective de l'INSERM sur la réduction des risques et aussi de financer des recherches telles que celle sur la méthadone, la primo-prescription de méthadone en ville, l'étude Métaville, qui devrait bientôt donner ses résultats, mais aussi d'autres études, par exemple sur la prescription de substituts nicotiniques pendant la grossesse, l'étude SNP, dont le docteur Yvan Berlin est le principal responsable. Il aura l'occasion de s'exprimer, pas sur ce point, lors de ce congrès. Mais c'est aussi pour cela, en attendant que la Commission Addiction nationale se remette en place, qui ne saurait tarder, je l'espère, nous l'espérons, un groupe de travail sur les traitements de substitution aux opiacés qui se réunit régulièrement tous les mois sous la présidence de William Lowenstein et auquel Jean-Pierre Deloued va
dont il va refaire partie sous peu. Et je salue ce retour. C'est pour ça aussi que nous, sans rester dans le domaine, je dirais, des grandes idées, nous essayons aussi sur le terrain d'encourager des regards croisés, des pratiques croisées. Ainsi, actuellement, nous sommes en train de finaliser l'étude XAPA-SCAN qui consiste à acquérir et à attribuer des fibroscans dans une série de XAPA. Je vois quelques-uns des récipiendaires ici. Et avec le professeur Deledingan, qui est aussi orateur dans ce congrès, d'étudier l'amélioration qu'apporte la présence d'un fibroscan in situ dans un XAPA sur la prise en charge des aspects, notamment sur l'hépatite. Donc il y a tous ces croisements de regards et d'attitudes qui nous importent. Le deuxième aspect, et je salue aussi le professeur O'Brien et les autres orateurs qui viennent d'outre-Atlantique, l'aspect international est tout à fait important pour nous, que ce soit ceux qui viennent des États-Unis, de Grande-Bretagne ou de toute l'Europe. Voilà. Donc on en attend beaucoup de choses. Comme vous le savez, ou peut-être pas, nous sommes quand même à une période un petit peu charnière du point de vue de la prise en charge de l'addictologie. Je dirais d'un point de vue macro-institutionnel, nous arrivons au bout des 2 plans addiction qui ont coexisté ou existé ensemble. Le plan addiction du ministère de la Santé 2007-2011, qui a notamment permis un développement relativement important de l'addictologie hospitalière et qui a valorisé la discipline addictologique. Et le plan qu'on appelle le DIMILT, mais qui est un plan gouvernemental de lutte contre les drogues et la toxicomanie, qui, par certains aspects, a aussi permis des avancées par les appels à projets et l'expérimentation qui ont pu y avoir, notamment sur la question des femmes et de la parentalité. Un troisième aspect important, c'est la réforme d'EXAPA, la mise en place d'EXAPA, qui n'a pas été sans difficulté locale ou même nationale, mais qui est quand même quelque chose d'important, la reconnaissance et la pérennité de ce dispositif médico-social, bien sûr articulé avec la ville, avec la médecine de ville et le secteur sanitaire, mais néanmoins une place particulièrement importante pour ce secteur médico-social en tentant de mettre fin à cette coupure entre un dispositif uniquement tourné vers l'alcool et un dispositif uniquement tourné vers les drogues illicites. Il n'y a pas de fusion contrainte des uns et des autres, mais un encouragement. En tout cas, là aussi, nous allons dans le sens du développement de l'addictologie en y introduisant effectivement ce que nous appelons les addictions sans substance, pour l'instant essentiellement quand même le jeu pathologique. Dans cette période charnière et de discussion, un certain nombre de contributions ont été apportées par différentes associations tout à fait importantes. Comme vous le savez, la Fédération française d'addictologie, ce n'est pas moi qui vais intervenir à sa place, mais qui regroupe un certain nombre d'associations, a élaboré un programme avec une proposition de 100 mesures pour avancer dans le domaine de l'addictologie, que nous étudions tout à fait attentivement. D'autres associations, d'autres intervenants, chacun d'entre vous peut apporter des idées. Nous sommes tout à fait ouverts à les discuter et à si on peut, dans la mesure des moyens, de les mettre en œuvre et en tout cas de les valoriser. Et je dirais, pour ne pas être trop long, par rapport à ce congrès, moi je suis à l'écoute sur différents problèmes, notamment, j'y ai fait une allusion tout à l'heure, prise en charge VHC chez des usagers, tous les problèmes qui sont posés en le dépistage, le repérage, la prise en charge, dans quels moyens, quelle organisation et surtout comment faire que cette épidémie proprement catastrophique chez les usagers de drogue, jeunes ou moins jeunes, puisse progresser dans le bon sens. On verra ce que donnent les différentes études, dont l'étude Coquelicot. Donc un aspect important. Un deuxième aspect, c'est les polyconsommations, dont on parle depuis pas mal de temps, mais qui sont réellement devenues
un phénomène tout à fait important. Comment est-ce qu'on affronte cette question? Et la question éventuellement de traitement séquentiel, pas séquentiel, combiné des différentes consommations. La question de l'alcool, qui est relativement peu présente dans ce congrès, mais sans doute ça viendra dans la discussion, et qui est quand même une réelle préoccupation, à la fois sous son aspect de polyconsommation, et je dirais, et j'introduis le dernier point, le quatrième point, c'est les populations jeunes. J'ai vu qu'il y avait une session là-dessus, et c'est en tout cas une partie de session là-dessus, et c'est tout à fait intéressant. Nous ne voudrions pas que le dispositif de prise en charge des usagers de drogue vieillisse avec ces usagers, mais il y a la nécessité, à travers les consultations jeunes consommateurs, à travers les dispositifs de repérage précoce, de consultation avancée, de se tourner aussi, non pas en général vers la jeunesse, mais disons toute une série de catégories plus jeunes, encore éloignées du soin aujourd'hui, mais il ne faudrait pas que nous recommencions certaines des erreurs qui ont pu avoir lieu à d'autres périodes où le délai entre les consommations à risque et à dommage et le début de prise en charge ont été extrêmement longues avec les conséquences que l'on sait. Voilà, donc ça c'est des thèmes sur lesquels j'écouterai avec attention, et tous les autres, j'espère, et je vous souhaite vraiment un très bon congrès et des travaux que nous essaierons après d'étudier et de valoriser. Merci.